avec le chapitre 13, vous avez vu la notion de champ. Un champ, c'est une caractéristique de l'espace qui peut être soit une grandeur scalaire, c'est-à-dire par exemple la température, c'est juste une valeur en un point de l'espace, ou alors une grandeur vectorielle. Plus difficile à se représenter, on a un exemple ici. En un point de l'espace, on a une grandeur qui semble ici être une vitesse de particule par exemple, qui est caractérisée à la fois par une direction, cette droite, un sens de ce côté-là, et puis la longueur de la flèche va nous donner une idée de sa valeur. Alors il faut avoir bien compris qu'un champ, ça ne se voit pas. Un champ, c'est une propriété de l'espace. Mais si on met dans cet espace une particule qui est sensible à ce champ, elle va subir des modifications et du coup, on va voir, entre guillemets, ce champ. Les champs qu'on va voir aujourd'hui sont 3 champs vectoriels et on va commencer avec le champ magnétique. Les aimants sont connus depuis plus de 2000 ans. Les Grecs, les Chinois avaient remarqué que certains matériaux avaient la propriété de s'attirer, d'exercer des forces à distance. Constitués de fer, de cobalt, de nickel, des éléments chimiques très particuliers qui, au niveau atomique, au niveau électronique, ont des propriétés bien particulières qui, à l'échelle macroscopique, va se matérialiser par cet effet de champ magnétique. Alors évidemment, les scientifiques ont essayé de reproduire des champs magnétiques et il faut attendre 1820, Ørsted, qui a été le premier à trouver un nouveau type d'aimant qu'on a appelé les électroaimants. Alors regardez cette vidéo, c'est très simple en fait, fallait y penser évidemment. Alors qu'est-ce qu'il y a ici? On a un fil conducteur qui est relié à une borne plus, une borne moins, et puis on a mis cette fameuse particule sensible au champ magnétique. Vous reconnaissez évidemment une petite boussole, une petite aiguille aimantée sur pivot qui peut tourner si elle est en présence d'un champ magnétique. On va fermer le circuit, un courant va circuler et hop, vous voyez que l'aiguille change de direction et se place dans l'alignement du champ magnétique créé par ce courant. Si on rouvre le circuit, eh bien elle reprend sa position initiale sans effet de champ magnétique. Autre source de champ magnétique, la Terre elle-même. Les mouvements du noyau externe, qui sont souvent constitués de fer, vont provoquer ce champ magnétique terrestre. Alors le champ magnétique terrestre, c'est une caractéristique de l'espace, encore et toujours, qui ne va se manifester que si on voit la modification de l'alignement d'une boussole. Des aimants, on en a de différents types et le champ magnétique va s'exprimer en Tesla. L'aimant que vous connaissez ici, 10-2 Tesla. Le champ magnétique terrestre, 10-4 Tesla. Si on fait parcourir un courant à l'intérieur de ces bobines, on va avoir un électroaimant de 10 Tesla, quasiment les plus forts. Les boussoles, vous savez tous, un pôle nord, un pôle sud. Le pôle nord va être attiré par un pôle sud et 2 pôles nord vont se repousser. Comment est-ce qu'on va faire? Comment on va utiliser ces petites boussoles pour cartographier le champ magnétique puisqu'on ne le voit pas? On va utiliser plein de petites boussoles, elles vont toutes s'aligner petit à petit et on va tracer la droite tangente à toutes ces petites boussoles. Et ça va nous donner la ligne de champ magnétique. En un point de ce champ, on peut représenter un vecteur champ magnétique B qui va être tangent à cette ligne de champ et dont le sens sera celui donné par la boussole, du sud vers le nord. Alors application. Vous pouvez aller sur ce site pour visualiser ces lignes de champ sur un aimant. Comment ça fonctionne? On va ajouter un aimant. Je vais le tourner pour qu'il ait la même configuration que ce qu'on a sur notre feuille. Voilà. Et vous voyez que toutes ces petites boussoles, alors ici le pôle nord, pôle sud n'a pas été représenté, vont s'aligner pour former ces espèces de lignes là, un petit peu le haut d'un 8, le bas d'un 8, et puis ces lignes qui vont partir dans ce sens-là et ici. Là-dessus, on ne voit pas le champ lui-même, donc on va le rajouter en cliquant ici. Et vous voyez qu'en déplaçant la souris ici, on fait apparaître les vecteurs. Le vecteur champ B ici,
le vecteur champ B ici, le vecteur champ B ici, le vecteur champ B, et etc. si je suis une ligne de champ. Ici, je suis cette ligne de champ là, et vous voyez que le champ est de plus en plus fort, je me rapproche de l'aimant. Si je me remets de ce côté-là, le champ ici, et je suis petit à petit la ligne de champ en me rapprochant de l'aimant. Donc on va pouvoir rajouter des petites boussoles pour montrer le pôle nord, le pôle sud. Donc bien évidemment, le pôle nord de toutes ces boussoles pointe vers le sud de l'aimant, et inversement, les pôles sud de toutes ces petites boussoles pointent vers le pôle nord. Si je veux représenter les vecteurs champs magnétiques en ces différents points, je n'ai qu'à suivre les lignes de champ. Donc je vais essayer, ça ne sera pas très droit avec ma souris, c'est pas top. Vous le ferez avec une règle. Donc tangent à la ligne de champ ici, hop, le vecteur champ B. Ici, je suis, par exemple, au point B, tangent à cette ligne de champ, hop. Ici, tangent à la ligne de champ, donc quasiment horizontale, la même direction que l'aimant. Au point C, je suis plutôt comme ceci, toujours dans le sens de la petite boussole, le nord. Et puis par ici, je prends par exemple cette ligne de champ, là, hop, comme ceci. Autre champ, le champ magnétique terrestre, vous lirez l'énoncé ici, vous avez des questions, et vous avez les représentations de ces lignes de champ dues au champ magnétique terrestre. Regardez bien la direction de ces petites boussoles, et puis finalement l'aimant droit que l'on pourrait mettre au centre de la Terre qui serait à la place de cette source de champ magnétique. Donc regardez les questions et faites-les. Ce champ magnétique terrestre nous protège des vents solaires, c'est-à-dire de toutes ces particules envoyées par le Soleil, des particules alpha ou bêta, qui pourraient évidemment nous endommager. On est protégé par ce qu'on appelle la magnétosphère. Il n'y a qu'au pôle où on n'est pas protégé et on voit de magnifiques aurores boréales. Autre champ, le champ électrique. Le champ électrique, vous le manipulez tous les jours quand vous êtes en train de pianoter sur votre smartphone. Donc lisez le petit texte et puis vous avez de quoi légender ce qu'on appelle un condensateur plan à l'intérieur duquel on va trouver un champ électrique. Alors ce champ électrique, comment est-ce qu'il va être caractérisé? C'est toujours une caractéristique de l'espace. On a cherché des particules sensibles au champ magnétique, on cherche des particules sensibles au champ électrique. C'est pas du tout les mêmes. Ce sont des charges électriques qui vont être sensibles au champ électrique. Ces charges électriques, c'est très facile d'en avoir. On prend des petites graines de semoule, des graines de gazon, qui contiennent plein d'ions, et les ions, c'est des charges électriques. Donc on va regarder, même chose, la vidéo qui nous permet... Alors, c'est pas ce que je veux, hop, qui nous permet de visualiser ces lignes de champ, cette fois-ci électriques. Donc qu'est-ce qu'on a? Un conducteur chargé positivement, un conducteur chargé négativement, et le tout séparé ici par de l'air ou par de l'huile, qui est un milieu complètement isolant. Donc les charges électriques positives s'accumulent sur cette barre, des charges électriques négatives s'accumulent sur cette barre, et elles ne peuvent pas circuler ici. Impossible. On rajoute la semoule, et puis on va alimenter pour faire apparaître ces charges électriques positives et négatives. Et une fois qu'elles se sont accumulées sur chacun des conducteurs, regardez ce qui se passe. Les graines vont petit à petit s'aligner ici, tout simplement parce qu'elles sont chargées, elles possèdent des charges électriques à l'intérieur de ces petites graines, et du coup elles vont subir ce champ électrique. Ce champ électrique, il a des caractéristiques, lui aussi il est vectoriel. Sa direction, vous voyez ici, c'est des droites qui sont perpendiculaires aux armatures. Le sens sera toujours du côté positif vers la borne négative. Et on pourrait montrer qu'ici, la valeur du champ électrique est la même en tout point de l'espace. Même direction, même sens, même valeur, on a vu que c'était la définition d'un champ uniforme, que l'on va représenter par ces flèches là, toutes identiques, même direction, même sens, même valeur.
Où est-ce qu'on va trouver ces champs électriques? Dans les accélérateurs de particules, dans les canons à électrons qu'on avait dans les anciennes télévisions à écran cathodique. Ce champ électrique est toujours lié à une force électrique. Les charges électriques, si on reprend notre image ici, on prend une petite charge négative ici, qu'est-ce qui va lui arriver? Elle va subir une force pour se déplacer vers la plaque positive. Une petite charge négative positive placée ici va subir une force qui va l'emmener vers la plaque négative. Ces forces sont dirigées selon le champ E. Elles vont avoir la même direction, le même sens que le champ E si c'est une charge positive, même direction mais sens opposé si c'est une charge négative. On dit dans ce cas que la force et le champ électrique sont collinéaires. Le collinéaire de même sens si Q est positif, collinéaire de sens opposé si Q est négatif. Pour conclure, vous regardez le lien entre champ électrique, champ magnétique, les champs électromagnétiques qui se déplacent, on sait que c'est des ondes électromagnétiques. Dernier champ, le champ de pesanteur. Avant d'arriver au champ de pesanteur, on va parler du champ de gravitation. On retrouve ici la formule donnant la force de gravitation en fonction de la masse de la Terre, du rayon de la Terre, et puis de l'altitude à laquelle on se trouve. Ce champ de gravitation terrestre va apparaître puisque, si vous regardez ici dans cette expression, tout ce morceau ne dépend que de la Terre. On va nommer ce nouveau vecteur, G indice T, qui ne représente que la caractéristique d'un point autour de la Terre qui est lié à cette masse que constitue la Terre. C'est ce qu'on appelle exactement un champ. On modifie une caractéristique de l'espace autour de la Terre. Et comme on l'a vu pour le champ électrique, on va avoir le lien entre force et champ. Mais cette fois-ci, comme la masse est positive, la force et le champ seront collinéaires et de même sens tout le temps. Comment est-ce qu'on va le représenter? Par ces petites flèches ici, là. Toujours dirigées vers le centre de la Terre, selon un rayon. Si on s'éloigne, c'est toujours un rayon et toujours vers le centre de la Terre. Par contre, tant qu'on est à la surface de la Terre, dans l'expression ici, h vaut 0, 9,81, toutes ces flèches ont la même longueur. Et quand on est à 4000 km d'altitude, eh bien h n'est plus égal à 0, mais à 4000, 3,70 Newton par kilogramme. Et du coup, vous voyez que ces flèches n'ont pas la même longueur. Si on se rapproche, c'est maintenant qu'on se met juste à la surface de la Terre, en un point donné. Quand on tend des fils comme ça, avec des petites masses accrochées, elles vont matérialiser les lignes du champ de pesanteur cette fois-ci. Ce champ de pesanteur juste à la surface de la Terre. Ce champ de pesanteur, c'est encore un champ vectoriel. Il est uniforme puisque tous ces fils qui caractérisent nos lignes de champ sont tous de la même direction, le même sens, vers la Terre. Et puis on pourrait montrer en le mesurant qu'ils ont la même valeur. Et on retrouve encore et toujours une expression de la même façon, une force, le poids, est égal à m fois le champ de pesanteur. Nos deux vecteurs sont collinéaires de même sens. Alors pourquoi est-ce qu'on a parlé de champ de gravitation et champ de pesanteur? En fait, lorsqu'on est juste à la surface de la Terre, ces deux champs peuvent être confondus. Déjà, par la mesure, vous voyez que les valeurs sont à peu près identiques. Et puis si on regarde maintenant la direction, si je prends ce champ de gravitation à la surface de la Terre, mais que je me place juste dans ce point, juste, et je m'aperçois que toutes les droites qui n'étaient pas forcément parallèles puisqu'elles allaient toutes au centre, mais quand on est très très proches les unes des autres, elles sont quasiment parallèles. Et quasiment parallèles, ça veut dire même direction, même sens, même valeur, champ uniforme, champ de pesanteur. Alors ça c'est vrai uniquement si on néglige la rotation de la Terre et l'influence des autres astres. Vous lirez cette influence du relief sur le champ de pesanteur, et puis vous avez là aussi tout ce qu'il faut retenir de ces 3 chapitres.